À quoi sert l'humour politique ? Quel est le rôle des humoristes pendant une campagne, que ce soit la présidentielle ou les législatives ? Faut-il être de gauche pour faire de l'humour politique ? Pour répondre à ces questions, nous avons décidé à Blast d'inviter des humoristes qui parlent de politique. Et cette nouvelle série d'émissions semble vous plaire au vu des commentaires qu'on a reçus sous les dernières vidéos. Alors on continue. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, je reçois un humoriste qui a été viré d'Europe 1 après avoir critiqué les méthodes de Vincent Bolloré, puis qui a rythmé la campagne présidentielle avec ses chroniques dans l'émission C'est à vous sur France 5. Il s'est même moqué face à lui, en direct, du président de la République en personne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Chameroy. Bertrand Chameroy, bonjour. Bonjour Salomé. Alors moi, je vous ai découvert dans une chronique sur Europe 1 en juin 2021. Et à ce moment-là, Vincent Bolloré vient de racheter la radio. Il est en train de tout restructurer et il commence à licencier des journalistes. Et vous faites une chronique un petit peu critique de cette restructuration. Et vous êtes licencié juste après. On n'y croyait presque plus et pourtant, hier, Olivier Véran a confirmé la réouverture des boîtes de nuit cet été. Cette boîte a connu ses hauts, ses bas, mais qu'importe le contexte, ceux qui se trouvent sur le dance floor se sont toujours donnés à fond, transpirant, dansant, chantant. Puis un jour, ils ont appris que cette boîte allait peut-être changer. Et le changement, ça fait toujours peur. Surtout dans un lieu comme celui-ci, mythique, avec ses valeurs, son esprit. Et si rien n'était plus comme avant ? Et si la boîte déménageait près de la RN 22 ? Mais le DJ a passé des morceaux rassurants. Non, vous inquiétez pas, ce sera pareil. Alors ils ont continué à danser, avec le même entrain, la même envie. Et les semaines passant, le doute a grandi, la carte des cocktails a commencé à changer. Il semblait plus amer, la playlist aussi commençait à évoluer. Ça ressemblait à ce qui était arrivé dans la boîte d'en face. Mais ils ont continué à danser, avec le même entrain, la même envie. Puis un soir, ils ont découvert que la guest list comportait de nouveaux noms. Et que ceux qui chantaient trop fort sur la piste se sont fait sortir par le vigile. Alors j'ai cherché un peu des interviews de vous, où vous reviendriez un petit peu sur cet épisode. Il y en a une dans Libération, où vous dites que vous avez dû vous-même demander le rendez-vous pour vous faire licencier et que vous avez appris à ce moment-là donc, que vous n'étiez pas reconduit pour la saison suivante, alors que c'était prévu à l'époque. Est-ce que vous vous êtes dit, avant de faire cette chronique, que ça pouvait mal tourner ? Très honnêtement, je me disais qu'elle allait pas plaire, mais j'avais envie de la faire. À la base, je voulais vraiment écrire une chronique sur la réouverture des boîtes de nuit. Oui. Et j'ai écrit, mais vraiment, hein, et je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais non, j'ai envie de parler de ça, et on verra bien ce qui se passe. Et effectivement, la chronique a beaucoup été partagée. Il y a beaucoup de commentaires qui disaient, mais il est fou, c'est fini, merci, bonsoir. Sauf elle n'est pas non plus agressive, non, offensive. Mais c'était du sous-entendu. Mais parce que moi, j'aime pas être frontal et je considère qu'on peut faire passer parfois plus de messages avec des métaphores ou un sous-texte. Je préfère m'exprimer comme ça. Et dans la journée, personne n'est venu me dire quoi que ce soit ou que la chronique dérangeait. Ou elle est toujours en ligne d'ailleurs sur les réseaux d'Europe 1. Et c'est moi. Voyant la fin de saison arriver, j'ai dit qu'est-ce qui se passe l'année prochaine ? Est-ce que la matinale continue ? Dans quelles conditions ? Avec moi, pas avec moi ? Et on a eu des discussions sur la tournure que prenait la ligne éditoriale. Et on n'était pas d'accord, donc ça s'est terminé comme ça. D'accord, donc c'était la direction d'Europe 1 ? Ouais, on a discuté, on avait des désaccords sur la couleur que prenait la matinale, et je pense que j'aurais pas été trop à ma place dans ce qui est devenu Europe 1 cette année. Donc vous regrettez pas d'avoir fait cette chronique ? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Et alors, juste après cet événement, vous avez intégré l'émission C'est à vous sur France 5, dans laquelle vous tenez une chronique, l'ABC de Bertrand Chameroy. Et c'est précisément, moi, pour cette chronique que j'ai eu envie de vous inviter aujourd'hui, parce que chaque jour, vous livrez une forme de pastille, je ne sais pas si on peut dire ça, sur l'actualité politique et médiatique. Vous commentez, vous reprenez une multitude d'extraits d'émissions de télévision, vous en faites des montages. Mon dictionnaire fictif et je cherche la définition du mot exclusif. Exclusif qui appartient à un seul, à l'exclusion des autres par privilège spécial. Si l'on se fie à cette définition, BFM TV a réalisé un gros coup hier soir. L'intégralité de cette interview exclusive de Patrick Balkany avec Apolline de Malherbe. En exclusivité sur BFM et nulle part ailleurs. Mais d'abord, écoutons le principal intéressé, Patrick Balkany, interview exclusive accordée il y a quelques instants à Ruth Elkrief. Plus ou moins exclusif que sur CNews. Nous sommes en direct ce soir avec Patrick Balkany. Bonsoir. Il était partout, sauf sur Gulli. Et donc, j'ai une question
un petit peu technique. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner tous ces extraits? Combien d'heures de CNews vous regardez? Beaucoup trop. Ça prend toute la journée. En fait, on est 2 à préparer la chronique, donc qui est diffusée en direct à 20h45, mais on visionne des images à partir de 10h du matin en regardant toutes les chaînes. On regarde un peu qu'est-ce qui fait parler, quels sont les gros titres. Donc ça donne une indication. Je sais pas quand ça. On l'a pas fait, mais quand ça parle du Burkini, on va naturellement aller regarder un peu comment c'est traité sur CNews. Là, les débats des législatives, on essaie de tous les regarder en vitesse x2. Enfin, on regarde plein d'images. C'est les débats France 3 pour chaque mais oui, mais c'est pour essayer d'aller trouver le truc que les autres n'ont pas vu. Après, il y a évidemment, avec aujourd'hui la puissance de Twitter, des gens qui, de leur côté, et dont c'est pas le métier, isolent des extraits. Donc ça, parfois, ça aide et ça met un coup de projecteur sur un truc où on dit là, il y a peut-être de la matière. Mais je veux pas simplement récupérer un extrait que quelqu'un a trouvé. Donc, on se force à regarder l'entièreté des émissions et des débats parce que on est payé pour ça. Et vous avez un monteur donc qui a ses idées. Précédemment, dans le Conseil de Paris. Vous pourrez bien sûr vous joindre à l'ensemble des maires qui viendront à l'hôtel de ville ce soir. Merci autour du... C'est aussi bien sûr emblématique. Et alors face à ce désengagement, à son manque de soutien, quant à... Comment se sont passées les retrouvailles entre Chouchoute et Reloute? Réponse tout de suite dans le nouvel épisode du Conseil de Paris qui démarre maintenant. C'est une parodie des anges de la parce que comme ils se comportent comme des gamins, on s'est dit on va habiller ça comme une émission de télé-réalité. Et donc ça, c'est lui qui a l'idée? Non, ça c'est moi qui ai l'idée. Okay. Et j'explique un peu vers où je veux aller graphiquement. Et là, heureusement, parce que ça je suis incapable de le faire, c'est le monteur qui met toutes mes idées tordues en images. Et donc, pendant la campagne présidentielle, ces chroniques qui sont quand même très politiques, elles ont explosé sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où il y a plusieurs chroniques qui cumulent plus d'1 million de vues. Et, de mon point de vue, vous n'avez pas traité tous les candidats et les candidates de manière égale à ce moment-là. Il y en a une, notamment, qui a vraiment pris pour son grade, c'est Valérie Pécresse. Vous avez fait de l'extrait d'un de ses meetings, le grand meeting raté dont tout le monde a beaucoup parlé, un jingle qui est revenu pendant toute la présidentielle. Ils étaient tous là pour l'applaudir. La seule, l'unique, de retour sur scène après des années d'absence et un carton à Vegas, Valérie Dion ou Céline Pécresse. I'm alive. Et attention, on change de pause. Celui-là, je le remets difficilement. Alors, nous, ici, ça nous a fait beaucoup rire, mais est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de vous acharner sur cette candidate? À un moment, oui. Mais le souci, je sais pas, j'ai dû en parler 4 jours... le jingle était pas censé devenir un jingle. Moi, j'avais prévu de parler du meeting, comme tout le monde l'a fait, du Zénith le lendemain. La chronique, pour je ne sais quelle raison, sans doute qu'elle était bien faite, mais a explosé sur YouTube. Et le petit son pas du meeting, je sais pas pourquoi on a mis Céline Dion dessus, mais parce que ça me faisait penser à ça. Et ça faisait tellement marrer les gens que je me suis dit, maintenant, dès qu'on parlera d'elle, elle aura son petit jingle. Et au bout de 3 jours consécutifs à parler d'elle, je me suis dit, ça fait un peu acharnement. Et je le disais, je m'en amusais moi-même à l'antenne en disant, ce soir, j'en parle pas, on va dire que je m'acharne. Mais le souci est que chaque jour, elle remettait une pièce dans la machine avec soit des phrases, soit des meetings qui étaient quand même de la même couleur que celui du Zénith. Et je peux pas me priver d'une telle matière. Donc, je suis désolé, mais oui. Mais vous croyez que ça a joué, par exemple, dans le fait qu'il lui manquait un 10% pour arriver à avoir ces 5%? On me l'a dit, franchement... Je l'ai lu dans les commentaires. On me l'a dit en blague, dans les commentaires aussi, mais plein de gens me disaient très sérieusement, mais tu sais que peut-être le pourcentage qui lui manquait pour atteindre les 5, c'est à cause de toi. Je pense pas avoir ce pouvoir. En tout cas, vous vous êtes moqué, il est vrai, à un moment ou à un autre de chaque candidat ou de chaque candidate, mais il y a une chronique qui, je trouve, a rendu un candidat particulièrement sympathique, c'est celle avec Emmanuel Macron. Alors, en plein entre-deux tours, il a été reçu sur votre plateau. C'est mon photographe officiel qui me shoot dans des poses très naturelles pendant que je bosse.
Mais vous êtes trop maquillé pour faire le... Oui. Tu me feras quand même valider les photos, Loïg. Hein. Parfois, Loïg. je vois passer certaines que j'aurais aimé voir avant. Et je pense que vous aussi. Hein. Oui. Hein, parce que je savais qu'à l'approche du second tour, vous faisiez du pied aux Insoumis, aux LR, aux écolos, aux jeunes écolos. Mais hier, j'ai découvert que vous tentiez de séduire les fans de BHL et de Demis Roussos. Sur la préparation, j'étais évidemment stressé parce que c'est la première fois de ma vie que je me retrouvais à faire une chronique. C'est même la première fois que je faisais une chronique dans C'est à vous à côté d'un homme politique, parce que généralement les invités politiques sont en début d'émission. Là, c'est un dispositif spécial présidentiel, donc il était resté un peu plus longtemps. Je m'étais dit, il faut pas être non plus... c'est notre invité, je vais pas arriver, et c'est pas mon rôle, je suis pas journaliste, et je me considère pas non plus comme humoriste, c'est un truc un peu hybride. Mais, non, je suis un petit rigolo, mais je... Comment on vous présente? Je sais pas. Mettre un synthé. Je sais pas, saltimbanque, non, j'en sais rien, je sais pas. Mais donc j'allais pas arriver avec des dossiers, on va se refaire le quinquennat avec les gilets jaunes, ce qui a marché, ce qui a pas marché, puisque ça c'était pas... Il y a d'autres personnes dans l'émission dont c'est le boulot. Moi, l'idée, c'était de l'attaquer, de le taquiner sur le côté, sur sa com, donc que ce soit sa web-série où il se mettait en scène pendant la campagne, le candidat, les photos sur Instagram, la manière qu'il a parfois de parler quand il fait son petit regard et qu'il parle en disant « j'ai compris les Français, j'ai changé ». Je trouvais que c'était intéressant d'aller sur cette voie-là. Je savais pas comment il allait réagir. La chronique était pas non plus... je l'ai pas démolie. Non, c'était moqueur. C'était moqueur, mais les principaux retours, quels que soient les bords politiques, les gens disaient qu'il fallait y aller quand même. Parce qu'il était vraiment... il était là. Et On voit d'ailleurs, vous êtes moqué de vous-même, il me semble, dans une chronique suivante. Il faut lundi, dans cet avis, nous recevions son adversaire. C'est ce qu'on entend. Emmanuel Macron. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, non, je n'étais ni stressé, ni anxieux de faire ma chronique à côté de lui, comme en ont témoigné mes mains. Ouais. Ah oui. Mais moi aussi, les jours fériés, je travaille en haut. Je n'avais pas le monopole je n'étais pas du tout stressé. Au moment où j'entre sur le plateau, je me rends compte de ce que je vais faire. Et comme je suis pas très sûr de moi, en règle générale, ça a mis une petite pression. Il était prévu que si Marine Le Pen acceptait de venir dans l'émission, ce soit le même dispositif. D'accord. Donc voilà, et j'avais accepté les règles. Oui, c'est important de le préciser. Donc voilà, j'aurais fait une chronique aussi à côté de Marine Le Pen. Pour des raisons d'équité. Oui. Il y a plusieurs chroniques dans lesquelles vous vous moquez de ces candidates du Rassemblement national qui sont sur des chaînes régionales. Visiblement, elles n'ont pas l'habitude de la télévision et c'est dramatique, elles se vautrent vraiment. Le naufrage des candidats RN aux législatives rappelle des épisodes précédents pour ceux qui n'auraient pas suivi. L'immigration. Il faudrait... Bon, écoutez... En France. Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper. Et ce qui est bien, c'est que quand on pense avoir tout vu, il y en a encore les RN aux législatives. C'est un peu comme la merguez party, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Je me demandais pourquoi, est-ce que c'est toujours des femmes? Est-ce que c'est toujours des femmes qui se trompent? Vous n'avez pas réussi à trouver d'hommes? On m'a envoyé un message l'autre fois qui m'a fait, pas de la peine, mais qui m'a fait me sentir mal à l'aise. Qui était... c'est très sympa de se moquer, mais ce sont toujours les femmes dont vous vous moquez sur les législatives au Rassemblement national. C'est leur première télé, etc., etc. Moi, quand je me moque, c'est pas du fait que ce soit leur première télé. Moi, ma première télé, ou même maintenant, je bafoue tous les 3 mots. Donc, sur l'aisance, sur un plateau, c'est pas là-dessus, et je comprends, parce que ce sont des personnes dont c'est pas le métier. Et il y a quelque chose de frais à entendre des candidats ou des aspirants candidats ne pas enchaîner les éléments de langage et les fiches Bristol. Donc ça, c'est chouette. En revanche, je me permets de les tacler. Alors, sur le fait que ce soit que des femmes, ça, je pense que c'est une décision du Rassemblement national qui envoie plus de femmes que de... Mais c'est juste qu'en regardant vos chroniques, au début, j'ai trouvé ça très drôle. Et en fait, là, j'en étais à la 4e aujourd'hui, où même il y avait quelqu'un de la NUPES qui était aussi une femme. Et c'est vrai que ça... c'est malaisant, quoi. Ça met pas à l'aise quand on regarde le truc. Et effectivement, ce sont que des femmes. Il y avait eu aussi un RN homme, celui qui avait, pour prouver qu'il n'était pas raciste, avait sorti comme en plus 4 au Uno une photo de sa femme en disant « Ma femme est noire, je suis pas raciste ». Mais effectivement, ce sont que des femmes. Mais est-ce que parce que ce sont que des femmes, je devrais m'interdire d'en parler
je Mais pense je me demandais pas. si vous vous posiez la question. Ah oui, je me pose la question. Il y a plein de jours où sur des vannes ou sur des séquences, je me pose plein de questions avant de les faire en me disant est-ce qu'on va bien comprendre ce que je veux dire et qu'on ne déplace pas le problème ou qu'on prête des intentions ou des propos qui n'étaient pas ce que je voulais faire à la base. Et sur le naufrage des candidats et des candidates RN aux législatives dont j'ai pu me moquer, ça dit quand même quelque chose. Je peux pas ne pas en parler. C'est quand même catastrophique. Oui, il y a eu des émissions là-dessus. Qu'ils soient pas à l'aise en plateau, c'est quelque chose, mais qu'ils maîtrisent pas du tout les sujets. Enfin, quand même, à chaque fois qu'on leur parle de service public, c'est erreur 404. Il y a plus personne. Oui, c'est leur première télé, mais le but, ils veulent être députés, représenter des Français, des gens, et ils sont pas capables de répondre à des questions sur leur programme. Ça dit quelque chose quand même. Oui, donc c'est ça que vous voulez faire. Oui, c'est pas ça. C'est pas pour dire regardez la femme, elle est pas à l'aise à la télé. Enfin, j'espère que c'est pas perçu comme ça parce que c'est pas ce que je veux. C'est plus sur le fond, sur l'impréparation. En tout cas, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez fait des études de journalisme. Vous dites que vous n'êtes pas journaliste, mais c'est quand même là que vous avez commencé. Et très rapidement, vous vous êtes démarqué par votre humour et vous avez intégré l'émission Touche pas à mon poste en 2012 qui vous a rendu célèbre. Vous allez y rester pendant 4 ans et en 2016, vous faites une démission fracassante en direct à la télévision. Aujourd'hui, je ressens moins de plaisir quand je fais les chroniques, je me sens moins à l'aise. Et vous déclarez alors lors d'une interview que vous ne vous sentiez plus à l'aise avec l'ambiance potache et divertissement pur. Mais à la rentrée 2017, vous faites partie de l'équipe de chroniqueurs entourant Daphné Burki dans sa nouvelle émission sur Europe 1, Bonjour la France, ça va durer qu'une saison. Et en 2018, vous réintégrez Touche pas à mon poste pour animer la chronique La météo de Bertrand Chameroy. Et vous n'y restez que 4 jours. Un beau succès. Qu'est-ce qui s'est passé ? À l'époque, je travaillais avec des producteurs qui avaient produit l'émission que j'avais animée sur W9 OFNI, qui était une émission d'humour et d'actu. Et après l'arrêt de Bonjour la France, la proposition m'a été faite de retourner sur C8, mais à l'origine, c'était pour retourner dans Balance ton poste, son émission de débat, mais on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler. J'étais censé faire une chronique dans le ton habituel que je peux employer. Mais avant que l'émission démarre, il fallait que je revienne dans Touche pas à mon poste. Et je me suis dit, bon, peut-être que ça a changé, peut-être que moi, avec les années, je vais le vivre différemment. Est-ce que vous l'aviez mal vécu pendant ces 4 premières années ? Non, j'ai pas mal vécu les 4 années, hein. C'était la fin. C'était la fin. Ça a changé en cours de... Oui, je me sentais plus à l'aise avec, comme j'ai pu le dire. Moi, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, de commencer à tourner en rond. L'émission était devenue vraiment très divertissante, mais un peu kermesse, mais ce qui a fait le succès de l'émission. Mais je trouvais que j'arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe par moment. Et j'étais un peu lassé. Et puis il y avait tout le succès autour de l'émission où on en parlait beaucoup. Et parfois j'étais associé à des trucs qui étaient dits en plateau lors des débats, mais avec lesquels j'avais rien à voir. Et je me retrouvais à faire le service après-vente de propos de chroniqueurs sur. Donc c'était tout ça mis bout à bout a fait que j'ai dit bon, je préfère arrêter. Et donc vous revenez très rapidement pour ces 4 chroniques. Et finalement, lui comme moi, on s'est rendu compte que non, c'est moi au bout de la 3e, j'ai dit ça marche pas du tout, c'est encore pire que l'époque où je me disais je suis comme un cheveu sur la soupe. Là, ça n'avait rien à faire dans l'émission. Et vous, ce dont vous aviez envie, c'est de parler de politique. Ouais. Mais pourquoi la politique ? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même assez loin de l'humour de Touche pas à mon poste, ce que vous faites aujourd'hui. Oui, mais parce que, alors, sans me comparer à eux, mais quand j'étais petit, moi, là, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est par exemple les Guignols. Les Guignols, c'était 8 minutes sur l'actu du jour et sur la politique. Et moi, ça a été ma porte d'entrée sur la politique. Et je comprenais ce qui se passait en France, même si c'était caricaturé. Ils disaient toujours quelque chose, les Guignols, mais il y avait toujours le contexte avant. Donc, j'étais persuadé, et je le reste encore aujourd'hui, qu'on peut intéresser des gens qui s'intéressent pas forcément à la politique ou à l'actu par un moyen détourné avec l'humour. Et sur mes chroniques, par exemple, je reçois des messages d'ados qui me disent qu'ils regardent pas du tout les JT, mais que, alors j'espère que je suis pas leur seule source d'information, mais que ça leur donne envie parfois d'aller creuser un peu plus loin. Alors depuis tout à l'heure, on parle de politique, mais vous êtes également très critique du système médiatique, notamment des chaînes d'information continue. Vous mettez vraiment en lumière parfois l'absurdité totale de leur fonctionnement. Oui, car hier soir encore, c'était le Grand Prix des journalistes à moto qui ont tous décidé de suivre la première voiture qu'ils ont croisée, pensant qu'il s'agissait du convoi d'Emmanuel Macron. Manque de bol, c'était Jean Castex dans la bagnole. Nous avions décidé de ne pas suivre
ce petit cortège pensant que c'était un leurre. Écoutez, pour tout vous dire, on ne sait absolument pas qui est dans cette voiture. On sait qu'on suit une voiture. Les vitres sont fumées, je ne sais pas qui est dedans. Je ne peux pas vous confirmer qu'il y a le président réélu ou pas. Nous ne le savons pas, je sais qu'on la suit. Il y a une quinzaine de motos, de motards de presse, de télévision à la poursuite d'un cortège officiel dans lequel, nous avons quelques raisons de le croire, se trouve ou se trouverait Emmanuel Macron. Anne-Claire, est-ce que c'est un leurre ? Il y a de fortes chances. Oui, parce qu'eux doutaient un peu, alors que BFM, ils ont plongé dedans, complet, à fond. Il est en train de rentrer dans la cour de Matignon où il va donc visiblement commencer par aller saluer Jean Castex. C'est donc tout à fait une surprise, c'est un imprévu. Emmanuel Macron qui se rend donc à Matignon. C'est rarissime d'ailleurs. Derrière cette porte, ce porche de Matignon, qu'Emmanuel Macron s'est donc arrêté Anthony Levaux. Le cortège du président de la République est entré à l'hôtel Matignon. Surprise, c'était pas prévu. Et c'était pas lui, surtout. Vous êtes quand même très moqueur là-dessus. Je me demandais, est-ce que vos collègues journalistes ne vous en veulent pas trop ? Est-ce que vous avez déjà reçu des messages de journalistes non. Je pense que les gens qui se vexent ou qui apprécient pas me l'ont pas dit, en tout cas. Et je fais aussi quand même attention à être... Oui, je taquine, mais je veux pas être blessant. Je veux pas que ça soit gratuit. Après, parfois, c'est un peu facile ce que je fais. C'est sûr que sur 12 heures d'édition spéciale, je vais piocher les moments de flottement et les moments et compiler. On a l'impression que ça n'a été que ça, ce qui n'est pas le cas. Mais les messages que je peux avoir de confrères de chaînes info sont toujours, ils sont amusés. Ils sont amusés par ce que je fais parce que ils ont conscience que ce que je pointe, c'est un peu, je tords pas la réalité, c'est le cas. Mais il y a des moments quand même hallucinants. Moi, je savais même pas qu'on suivait en moto. Ah bah oui. C'était même pas que le président d'ailleurs, le Premier ministre. Puis ils avaient confondu la voiture de Jean Castex avec celle de Macron, mais tout ça, ça m'amuse. C'est le cirque médiatique avec les ficelles et j'adore décortiquer ça. Et donc vous regardez ça pendant des heures jusqu'à accéder au moment. Oui. Parfois, je regarde des trucs pendant des heures pour rien, parce que j'ai rien à en tirer et j'ai perdu 4 heures à regarder des motos dans Paris. Mais alors, ici, vous êtes quand même à Blast. Nous, on est un média qui s'assume comme engagé. Vous faites quand même une critique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens, du système médiatique, du système politique. Est-ce que vous vous sentez engagé ou pas du tout ? De plus en plus, peut-être. Mais c'est les commentaires des autres qui me font m'apercevoir de comment est perçu mon boulot. Parce que pour moi, je viens là pour amuser les gens, certes, en essayant de décrypter un peu l'actualité, le système politique et le système médiatique. Mais pour moi, je suis un rigolo. Mais quand on me dit quand même, quand t'as fait ça, ça dit quelque chose. Là, il y a sous la vanne, il y a quand même une analyse. C'est les commentaires des autres qui me font me rendre compte que oui, peut-être il y a un engagement qui est plus important que je ne le pense. Et vous avez jamais révélé votre couleur politique, par exemple, dans des interviews Non. Non, la seule fois que j'en ai parlé, c'était à Libé qui me demandait pour qui j'allais voter, ou pour qui j'avais voté. Non, j'ai simplement dit que j'avais... pas pour les extrêmes. J'avais voté pour les extrêmes, qu'il a pu m'arriver, parce que entre mon premier vote et aujourd'hui, de changer de bord politique. Enfin, pas de... Oui, parfois, mais que j'ai pas envie de le dire parce que on m'accuserait de rouler pour tel ou tel parti. Et ce qui est amusant avec les chroniques, c'est que les commentaires, quand je parle de Macron, on me dit que je suis un soldat de Mélenchon. Quand je parle de l'extrême droite, on me dit que je suis envoyé par Zemmour. Et puis, chaque jour, on me colle une étiquette en fonction des sujets que je traite. Garder secret votre couleur politique, c'est une façon de garantir votre liberté. Oui. Si je disais pour qui je vote, on partirait du principe que, je sais pas, je trouve que les journalistes ou même les artistes qui dévoilent leur penchant politique, tout de suite, on regarde tout ce qu'ils font d'un œil différent. Et moi, ça m'amuse plutôt qu'on me colle plusieurs étiquettes et qu'on sache finalement pas trop. Et sur le choix de vos sujets, est-ce que parfois il y a des choses qui vous révoltent ? Parce qu'on vous voit toujours très détendu, vous êtes rigolo, vous le dites vous-même, mais est-ce que parfois vous êtes quand même un petit peu en colère ? Il y a des choses qui vous révoltent ? Il y a des choses qui me consternent. Mes coups de gueule et mes révoltes, j'essaie de les garder pour moi. Je le faisais peut-être plus à la radio, dans la matinale de Mathieu Béliard, où il y avait des papiers parfois, certains jours, qui n'étaient pas spécialement marrants, mais plus engagé ou sérieux, entre guillemets. Dans la chronique, dans C'est à vous, c'est plus compliqué de le faire parce que je suis là en fin d'émission, dans la partie culture divertissante. Je vais pas arriver pour faire un édito, c'est pas l'endroit. Mais oui, il y a des... je sais pas, le traitement parfois sur certaines chaînes info qui montent en épingle un sujet...
qui est inexistant, mais qui le font grossir. Et le plus consternant dans tout ça, c'est parce que les chaînes info, elles font leur beurre, elles font ce qu'elles veulent. Mais quand il y a un sujet qui n'existait pas, qui est parti de 3 tweets, qui devient un débat, puis une polémique, et que la finalité de ce truc, c'est qu'on finit par en parler aux questions au gouvernement, et que les politiques réagissent à ce truc qui n'existait pas il y a 3 jours, je pense que ceux qui sont plus à blâmer dans cette histoire, ce sont les politiques qui récupèrent cette polémique née sur des plateaux. C'est ce qui est en train de se passer, là, il me semble, avec cette histoire de couple qui peut pas acheter sa maison, enfin qui a acheté sa maison, et je l'ai vu passer hier matin, à l'heure où on tourne cette vidéo, hier matin sur Twitter. Le soir, il y avait Gérald Darmanin qui intervenait. Oui. Donc c'est allé extrêmement vite. Mais maintenant, à partir d'une vidéo Twitter. Ça va tellement vite. Et puis c'est la course au sensationnalisme, à trucs qui vont faire peur. Et pourquoi, au final, le lendemain, on est passé à autre chose? Parce qu'il y a eu un autre fait divers ou un autre truc. Et je pense que ça serait pas plus mal qu'on prenne un peu de recul et qu'on fonce pas les 2 pieds dedans. Parfois, on me propose des sujets où il y a des sujets que j'aimerais aborder dans la chronique. Je me dis, mais je maîtrise pas assez le sujet. On sait pas comment ça va se terminer. Il y a pas assez d'éléments. On va attendre un peu avant d'en plaisanter ou d'essayer de voir quelque chose. Parce que il y a un truc qui est ma hantise, c'est de me foirer sur le traitement d'une info ou d'une image. Si l'heure d'après ou le lendemain, on me dit « mais c'était pas du tout ça, t'as très mal compris le truc », ou qu'on se rend compte que par mon traitement, je peux favoriser ou défavoriser quelqu'un et que je me suis planté, enfin, je serais très mal à l'aise avec ça. Et est-ce que l'équipe de C'est à vous intervient d'une manière ou d'une autre dans vos chroniques, notamment sur le fond? Pas du tout. Ils savent pas ce que vous allez faire quand vous débarquez en plateau? Tous les chroniqueurs et Anne-Elisabeth Lemoine découvrent tout le contenu en direct, déjà parce qu'ils me font confiance et parce qu'ils veulent garder la spontanéité et un rire naturel. Il y a la rédaction en chef qui elle est au courant des sujets que je vais aborder. Quand même. Oui. Moi, je suis pas en roue libre totale, mais ils me font confiance, ce qui est quand même super chouette. Et on me brime pas et on m'indique pas ça serait pas mal que je parle de ça ou parce que je suis vraiment très libre à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment chouette. Pour vous, quel est le rôle de l'humour politique? Question un peu théorique. Le rôle de l'humour politique. Vous avez 4 heures. Je pense qu'il peut permettre de décrypter et de faire passer des messages d'une manière différente du travail des journalistes, parce qu'on a une liberté on donne pas notre avis, mais on donne notre avis sans le donner. On peut plus se mouiller en faisant de l'humour avec la politique. Et je pense aussi qu'il y a en tout cas pour moi, une espèce de côté défouloir où on peut se permettre parfois il vaut mieux en rire tellement c'est consternant. Parce que ce que disait Charline Bonhonacker qu'on a reçue ici, c'était que finalement, ça pouvait contenir la colère populaire de se payer la tête, entre très gros guillemets, des hommes et des femmes politiques, parce que finalement les gens pouvaient en rire, voyaient qu'il y avait quelqu'un qui y allait et que finalement ça agissait comme un catalyseur de la violence. Exactement, mais je suis entièrement d'accord. Parce que si on se fait que des débats de chaîne info, des débats politiques d'un niveau très moyen, sans qu'ils soient caricaturés, que ce soit dans la presse, à la radio, à la télé, il y aura un truc de cocotte minute où d'un moment les gens pètent un plomb. Donc oui, je pense que ça fait aussi soupape. Donc c'est aussi ça votre rôle social ou médiatique? Je pense, oui. Modestement, mais je pense, oui. Sur la campagne, parmi les retours que j'ai eus, ça revenait très souvent, c'était le merci d'avoir égayé la campagne. Parce que c'est vrai qu'elle était inexistante et pas très intéressante, et parfois avec un niveau à des pâquerettes, donc il valait mieux se détendre et en rire un peu. Je suis tombée sur plusieurs articles qui vous comparaient à Yann Barthès, qui disait mais c'est la bien-pensance, Bertrand Chameroy. Est-ce que vous vous considérez comme bien-pensant, ou en tout cas est-ce que vous répondez à cette critique qui n'en est peut-être pas une pour vous? Je sais pas qui dit que je suis bien-pensant, mais si être progressiste, antiraciste et prôner plutôt, être plus sensible aux valeurs ils vont me détester, ceux qui de tolérance et d'ouverture, c'est une insulte. Je la prends, parce que je préfère ça qu'être rabougri, renfermé sur moi avec la peur de l'autre. Oui, je suis bien pensant, peut-être. Et franchement, je m'en fiche royalement. Donc là, vous faites C'est à vous à plein temps. C'est à vous à plein temps. Et à côté, est-ce que vous avez prévu un spectacle, quelque chose? Non, mes spectacles, on m'en parle beaucoup, mais j'ai jamais fait ça, donc je sais pas si je serais très... Ça vous plairait? De tenter, ouais.
Mais avant de quoi. monter sur scène, voilà, c'est un autre exercice. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune, mais ça remonte à un petit peu de temps. Donc le jour où je monterai sur scène, c'est que j'aurais quand même bien blindé mon truc avant. Je vais pas arriver en touriste. Ça se travaille. Et j'ai beaucoup de respect pour les chroniqueurs et les humoristes sur scène parce qu'il faut une énergie mais de dingue. Donc ça peut-être un jour, mais dans l'immédiat, c'est pas prévu. Et vous avez des projets pour la suite? Quelles sont vos aspirations? Est-ce que vous comptez rester dans C'est à vous? Est-ce que vous avez d'autres émissions que vous aimeriez faire? Je suis très à l'aise dans le rôle de chroniqueur, donc pour l'instant, je vais rester dans ce rôle-là. C'était la première saison en quotidienne pour moi dans C'est à vous, donc on va poursuivre ça l'an prochain avec peut-être un petit peu plus de temps, on ne sait pas encore, mais j'ai envie de pérenniser ce qu'on a installé et qui s'est assez rapidement installé, et c'est chouette, comme rendez-vous avec l'ABC. Et si j'ai du temps, mais les journées ne faisant que 24 heures, si j'ai un peu de temps, peut-être que je ferai des choses à côté, mais je pense pas pour l'instant parce que je manque de temps. Écoutez, ça va bientôt être la fin de cette émission. Déjà ? Eh oui. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à notre audience? Si vous pouviez dire là ce que vous voulez sur le plateau de Blast. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie les personnes qui ont écouté cet entretien et qui m'ont peut-être pour une partie découvert. Donc, je vous invite à regarder mes chroniques ou à regarder C'est à vous, dans lesquelles je suis quand même un peu plus à l'aise que dans le contexte aujourd'hui. Mais que dire non, que... Attention, les gens vont penser que je mets mal à l'aise. Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Au contraire, bien au contraire. Non, mais parce que c'est d'ailleurs, je pense, la première fois que j'accorde un entretien ou que c'est pas que je refusais les autres. Non, c'est la première fois que une interview où on prend le temps et où il y a le temps de développer et de discuter. Donc, c'est très chouette comme exercice. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. J'espère que cette nouvelle émission sur l'humour et la politique vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voudriez que l'on reçoive la prochaine fois. Sachant que nous avons déjà accueilli Guillaume Meurice, David Castello-Lopez et Charline Vonhoenacker qui étaient déjà beaucoup revenus dans les commentaires. Et petit spoiler, il se pourrait bien que notre prochaine invitée soit Walidia. Je vous rappelle que Blast est un média indépendant qui ne vit que grâce à son audience. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner ou à faire un don sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à bientôt.